Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les récentes querelles intestines au sein du parti au pouvoir interpellent l'opinion publique. Faudrait-il lire à travers cette polémique la naissance d'un contre-pouvoir d'un nouveau genre au Sénégal? Élément de réponse dans ce journal. Après 2 ans de rétention, Ande Gueusseum procède à la libération du répertoire des données sanitaires et sociales. Un acte de nature à démontrer la bonne foi du syndicat, à renouer le dialogue avec le gouvernement. Toutefois, Mbalo Diacham et ses camarades ont renouvelé la satisfaction de leurs revendications. Arrêt des importations de pommes de terre ce 10 janvier, une mesure prise par l'État pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs stocks. Un approvisionnement correct et continu du marché est annoncé par l'Agence de régulation des marchés en tournée dans la zone des Niayes. Ngor prépare la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Au cours d'une réunion avec la mairie, le comité d'organisation a exprimé ses attentes. Le maire de Ngor, Magaye Ndiaye, nous en dit plus et ce sera avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec l'actualité politique et la polémique intra-PASTEF qui laisse entrevoir un contre-pouvoir d'un nouveau genre au Sénégal. La bigoterie d'une frange de militants de PASTEF révèle cette nouvelle donne, pas si inintéressante si elle est utilisée à bon escient. Toutefois, ces contestations présentées comme une manifestation de la démocratie interne se révèlent un vrai dilemme pour le président du parti, Ousmane Sonko. La chronique est signée Chérif Diop. Au Sénégal, la 3e alternance fait face à un contre-pouvoir d'un nouveau genre. Le président de la République et son premier ministre goûtent à la bigoterie d'une frange de leurs militants. Les cerbères du projet qui, grâce à leur dévotion, leurs activités redoutables sur les réseaux sociaux, ont porté le duo au pouvoir. Un dilemme particulièrement cornélien pour Ousmane Sonko, obligé de ménager la chèvre et le chou. Tel un chasseur contraint de dresser ses molosses qu'il a lui-même élevés, nourris de sa propre main, au risque d'être réduit à néant. Côté pile, Sonko doit et voue la loyauté à ses militants patriotards. Côté face, le président du parti, Premier ministre, est dans l'obligation de protéger les institutions de la République des patriotes excessifs. Car les institutions sont d'abord un bien public et un contrat social à construire. Si la détention du pouvoir procède de l'élection, son exercice se lie à d'autres mécanismes de gestion. À ce propos, le lancement prochain de la plateforme Ligayel Sereo, qui permettra à chaque Sénégalais de déposer sa candidature au poste public en compétition, selon le président de la République, est à rebours de la levée de boucliers contre la nomination de citoyens non membres de PASTEF ou qui auraient critiqué le projet. Chaque Sénégalais, quelle que soit son origine ou ses opinions, a sa place au sein de la République, sauf celles et ceux qui affichent des penchants ethnicistes ou séparatistes. Les autorités ont la responsabilité de contourner les marches du communautarisme qui mènent tout droit vers un gouffre bien sombre. Les sympathisants bigots de PASTEF disent exprimer leur désaccord au nom de la démocratie. Cependant, cette contestation interne peut paraître cocasse à bien des égards, mais révèle une nouvelle donne pas si inintéressante si elle est utilisée à bon escient. Un contre-pouvoir d'un nouveau genre. Ousmane Sonko n'est pas Périclès, le père de la démocratie radicale. Et on est très loin de la démocratie athénienne, mais PASTEF a promis une révolution copernicienne de la gestion des affaires de la cité. Li ñëpp bokk, ñëpp jot si. Sous ce prisme, la rébellion née de la nomination de Awa Bokar Ly au CNRA, la deuxième du genre après l'épisode de Samba Ndiaye, est de bon augure si de tels agissements peuvent servir l'intérêt général et non le desiderata pastéfien. Au Sénégal, le bon vouloir de l'autorité a très souvent prévalu. Or, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, disait l'un des philosophes des Lumières, Montesquieu.
À la lumière de la récente polémique, les militants bigots ont montré qu'ils peuvent jouer le rôle d'un puissant contre-pouvoir, certes informel, mais tout aussi redoutable, au point de faire réagir nuitamment leur président de parti. Le Maharaja de Pastef s'est érigé en bouclier du chef de l'État contre les patriotards à l'insulte abondante à l'endroit du président de la République. La constitution sénégalaise a fait de son gardien un monarque élu qui s'arroge presque tous les pouvoirs. Le changement systémique tant chanté ferait un pas de géant si les cerbères du projet se muent en défenseurs du temple républicain, contrôlant l'action de l'État de la même manière qu'ils ont réussi un temps à imposer un récit dominant au sein de l'opinion par le canal révolutionnaire des réseaux sociaux. Et si cette même volonté guidait leur jugement objectif de l'action publique, ce tournant historique permettrait une surveillance constante du mode de gestion de nos autorités, de telle manière que tout poste convoité ne soit plus un privilège, encore moins une sinécure. À cette condition, l'avènement de Bassirou Diomaye Faye se révélera une véritable respiration démocratique en attendant l'effectivité de la transformation socio-économique du Sénégal. Une autre paire de manches. Merci Chérif Diop. Allez, on s'intéresse à une autre polémique, cette fois-ci celle autour de la primature qui centraliserait toutes les dépenses d'investissement, une situation que l'économiste Diao Barry a tenté de décrypter pour nous et selon lui, c'est une bonne chose pour le pays. Seul bémol, les équipes de suivi et d'évaluation doivent impérativement rejoindre l'institution, ce qui jusqu'ici n'est pas le cas. Je vous propose d'écouter, il s'exprime au micro de Habib Faye. Au niveau de la primature, ça n'a pas été décidé. D'accord. Maintenant, chaque ministère avait émis des souhaits sur des dépenses en capital, sur des dépenses d'investissement qu'ils avaient déjà acquis parce que la loi a déjà été votée. Donc, ce sera 2000 milliards qui seront gérés par le Premier ministre Ousmane Sonko. Maintenant, c'est à eux de veiller à l'effectivité et au respect des délais donnés à certains projets d'investissement. Et maintenant, tous les projets qui ont été autorisés, qu'ils soient respectés et que le délai soit rempli. Donc, nous attendons vraiment à une performance, à un développement des infrastructures. Donc, disons, déjà, il risque d'y avoir quand même un problème de dysfonctionnement entre les ministres, l'équipe ministérielle qui gérait et les équipes de la primature. Maintenant, c'est de voir aussi est-ce que les équipes de la primature sont déjà prêtes ou bien je pense qu'il y aura des recrutements pour gérer ces genres de missions. On s'intéresse à présent au décryptage d'une nouvelle approche gouvernementale, celle qui consiste à faire lire le communiqué du Conseil des ministres à la RTS1 par le ministre porte-parole du gouvernement, une initiative bien appréciée par des experts en communication. Pour ces derniers, cette nouvelle formule permettra au gouvernement d'atteindre une large cible, surtout celle illettrée. Le reportage est signé Fatima Touré. La nouvelle formule adoptée par le gouvernement du Sénégal devant permettre une large diffusion du contenu du communiqué issu du Conseil des ministres est bien appréciée par les experts en communication. C'est un format pas mal, puisqu'il permet aux porte-parole, mais aussi aux ministres désignés ou aux porte-parole, en tout cas des jours, au moins de choisir un objectif de communication de manière précise. Il s'agit également pour ce ministre, n'est-ce pas, d'identifier d'abord la cible du jour, même si, comme je l'ai dit tantôt, ce message est destiné à l'ensemble des populations générales, mais aussi à la cible administrative. Mais au moins, ça permet au ministre de choisir au moins un objectif de communication précis et pour chaque message, et en expliquant aussi de manière claire certains aspects, je dis bien certains aspects, qui méritent d'être élucidés et portés à l'attention du grand public. Avec une population de plus de 54% d'illettrés, il est impératif d'innover. Cependant, l'innovation doit être plus poussée. Ce qui a été fait, c'est bien, mais continuer à faire le communiqué version papier, à envoyer aux rédactions, etc. pour exploitation, et aussi continuer à le lire à la télé ou à la radio, et continuer aussi à faire des visuels. Maintenant, l'autre suggestion que nous pourrions leur faire,
c'est de prendre les ministres concernés par les grandes décisions, de venir expliciter davantage ce que le ministre de porte-parole aura à dire. Comme ça, les réunions du Conseil des ministres seront un moment de communication entre le gouvernement et le public. Le gouvernement décide désormais d'atteindre toutes les cibles. Après chaque Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement a procédé à la lecture du communiqué à la RTS mercredi dernier. Les douanes du Nord ont fait le point des recettes en 2024. La direction régionale dit avoir mobilisé 13 milliards 500 millions de francs CFA, un bilan record selon le directeur régional. Et pour 2025, avec l'exploitation du gaz et l'ouverture du pont Rosso-Sénégal, eh bien la douane vise encore beaucoup plus. Ousseynou Diop. La direction régionale des douanes du Nord a fait le point de l'année écoulée. En termes de recettes, elle a mobilisé un bilan record qui répond de manière significative à la demande des autorités nationales. La direction régionale Nord a réalisé 13 milliards 400 millions sur un objectif de 12 milliards qui nous avait été fixé. Pour le directeur régional des douanes du Nord, la vision Gaïndé est à l'origine de ces performances. D'abord remercier les autorités d'avoir fait confiance au bureau de Rosso qui a été le premier bureau pilote pour le déploiement des Gaïndé dans les bureaux frontaliers. Et ce déploiement a eu un impact significatif, mais aussi les subdivisions qui poussent quand même les opérateurs à aller vers les bureaux de douanement. Ça veut dire qu'il y a un meilleur contrôle de la zone. Pour l'année 2025, la douane a des ambitions plus grandes avec l'exploitation du gaz et le nouveau pont de Rosso-Sénégal qui sera ouvert prochainement. La transaction sera plus fructueuse. Et nous apporterons notre contribution dans cette mobilisation des recettes. La direction Nord est actuellement en train de prendre de l'envergure avec l'exploitation du pétrole et du gaz, l'ouverture prochaine, je devrais dire, du pont de Rosso qui est en construction et normalement, d'après le concessionnaire, l'ouverture du pont, en tout cas la livraison du bâtiment est prévue au mois de juillet 2026. Autant de facteurs qui font que cette région va prendre davantage de l'ampleur. 13 milliards 500 millions de francs CFA en 2024. Les douanes du Nord veulent faire mieux cette année. Et de l'économie, nous passons à la santé avec Alliance Andegueusem qui annonce la levée du mot d'ordre de rétention des données sanitaires et sociales en vigueur depuis mars 2022. Mballo Diathiam et ses camarades n'ont toutefois pas manqué de réitérer aux autorités publiques toutes leurs revendications. Je vous propose d'écouter tout de suite le secrétaire général de Andegueusem, Mballo Diathiam, au micro de nos correspondants. La souffrance des malades et certains désagréments au niveau des âgés consécutifs à nos 11 plans d'action composés de grèves, de sitting, etc. Qu'on avait décidé de suivre ça aux grèves et de nous attaquer au système par la rétention des informations sanitaires et sociales. Vous savez que quand on n'a pas l'information, non seulement on ne peut pas rendre compte de l'activité, mais aussi on ne peut pas bâtir de stratégie. Et de ce fait, nous avons utilisé cette arme 2 ans et demi durant, du 26 mars 2022 à nos jours. Et nous nous sommes dit effectivement que cette arme-là, on l'a assez éprouvée et qu'il fallait changer de stratégie. Parce que on a changé de régime, la gouvernance ayant changé aussi, il nous fallait nous ajuster par rapport au nouveau contexte. Et c'est consécutivement aussi aux différents appels, des appels récurrents de la part d'acteurs de la santé, de la part de partenaires techniques et financiers de l'État, de la part aussi des chefs de programme et de projets, mais aussi de manière incessante avec le ministre de la Santé, que nous avons décidé souverainement de procéder à la levée de cette rétention de l'information sanitaire, ce que le directoire d'Andegueusem a fait à la suite de sa réunion. Le saviez-vous, d'après une étude, eh bien, un malade bien accueilli dans une structure de soins est guéri à 50%. Au Sénégal, malheureusement, l'accueil et l'orientation des patients semblent faire défaut dans plusieurs structures hospitalières. Pour se conformer aux directives ministérielles, l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque vient de procéder au renforcement des capacités de ses agents pour une meilleure prise en charge des malades. Le reportage est signé Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. Une meilleure prise en charge médicale nécessite forcément une bonne réception des malades.
Pour répondre aux exigences ministérielles, l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque a renforcé son personnel en matière d'accueil et d'orientation des malades. L'accueil occupe la première place dans la prise en charge. Aujourd'hui, comme j'ai dit, une personne bien accueillie est presque guérie à 50%. Elle est traitée à 50%. Donc l'accueil occupe la première place. C'est pour ça que avec les personnes ciblées, nous avons privilégié les premières personnes remparts qui sont directement en contact avec les usagers, les populations, quand celles-ci viennent à l'hôpital. L'accueil et l'orientation font souvent défaut dans les structures sanitaires. Instruire les agents en ce sens ne fait qu'améliorer la prise en charge. Et cette formation-là va vraiment nous aider à plus améliorer nos compétences en cette matière-là, à accueillir les patients, à bien parler aux patients, à gérer, à apaiser les tensions, comment gérer les patients qui sont énervés, comment gérer les patients qui sont en tension, comment les apaiser. On a vraiment appris des choses vraiment importantes qui pourront nous aider à améliorer nos compétences en cette matière-là. Une reconstruction de la structure sanitaire est plus que nécessaire afin de répondre aux attentes des usagers. L'hôpital sera bientôt reconstruit. Et que même jeudi passé, le préfet est venu faire une tournée ici. Et le maître mot a été la reconstruction de l'hôpital Youssou Mbargane. Pour fournir aux populations de Rufisque un hôpital digne de ce nom, niveau 2 ou 3. Et pour construire en même temps un filtre pour les hôpitaux des régions. Tout le monde sait que le grand embouteillage c'est entre Rufisque et Dakar. On va éviter les évacuations de ces structures de l'intérieur, des embouteillages entre Rufisque et Dakar. Donc on va construire un hôpital digne de ce nom pour les populations de Rufisque, qui englobera l'ensemble des populations du département. Samedi, il y a un autre projet qui est là, on va démarrer les travaux, c'est la construction d'un grand centre d'imagerie. Youssou Mbargane mise sur la démarche qualité pour cette année 2025. Une salle d'imagerie sera construite dans le dessein d'imposer une bonne prise en charge médicale. Parlons consommation avec la mesure d'arrêt des importations de pommes de terre qui entre en vigueur ce vendredi 10 janvier pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leur stock. Des provisions records de pommes de terre et d'oignons sont attendues dans la zone des Niayes cette année, y compris pendant le mois de Ramadan. Assurance des autorités de l'Agence de régulation des marchés, mais aussi des producteurs qui étaient en tournée dans la zone des Niayes pour voir le niveau de production des récoltes. Des détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le directeur de l'Agence de régulation des marchés en tournée dans la zone des Niayes pour avoir un aperçu sur les prévisions des récoltes et échanger avec les producteurs sur les stratégies de commercialisation annonce que le gel des importations de pommes de terre entre en vigueur dès aujourd'hui. Pour la pomme de terre, ça a été fait déjà parce qu'on a l'information comme quoi les récoltes vont démarrer le 15 janvier, Inch'Allah. Donc la mesure de gel des importations de pommes de terre a été prise et va entrer en vigueur à partir du 10 janvier. Et l'année dernière, c'était le 15 janvier. Pour l'oignon, c'est après, à l'issue de cette mission-là, qu'on va faire l'évaluation et de définir une date pour la mesure de gel des importations d'oignons. Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal. Nous sommes satisfaits et ce qui est important, c'est que tous les acteurs puissent se voir dans la régulation. Et c'est ce qu'on cherche. Mohamed Dia, producteur d'oignons, se félicite de cette décision, mais émet des réserves. Nous avons une société de coopérative de 2081 membres et notre seul souci, c'est un problème de stockage de nos produits. Nouveau directeur de l'horticulture, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, assure les producteurs maraîchers. Bientôt, toutes les zones de production dans le périmètre des Niayes seront dotées d'infrastructures de stockage. Le SAES hausse le ton à Saint-Louis. En tournée à l'université Gaston Berger, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur demande au gouvernement de libérer le décret pour une prise en charge des familles des enseignants. Le syndicat menace de poursuivre le combat. Arfan Diamanka est secrétaire général adjoint du SAES. Nous l'écoutons au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Beaucoup d'interpellations au niveau du gouvernement, le décret n'a pas été retrouvé. Et le gouvernement lui-même a communiqué à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour dire que le décret a été perdu. Alors, nous avons repris donc les discussions pour réintroduire ce décret-là pour qu'il soit signé et que la réversion soit effective. Parce que nous avons une loi qui dit que 50% des 85% de notre pension de retraite doit être reversée aux ayants cause. Mais cela n'est pas effectif jusqu'à présent. Et c'est pour cela que nous avons donc demandé à ce que le gouvernement puisse retrouver le décret et que ça soit matérialisé, ce qu'on peine à avoir. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'université
Gaston Berger, pour sensibiliser nos camarades, pour les mobiliser pour aller vers le combat. Parce qu'il faut que ce décret-là soit donc signé rapidement et qu'on puisse passer à... Visite du directeur général de la SONAGED à Tambacounda. Objectif, s'enquérir de la situation des travailleurs de la boîte. Les employés en ont profité pour faire des doléances, notamment autour de l'augmentation de leur salaire, la pénibilité du travail. Khalifa Ababakar Sarr, à son tour, a pris des engagements autour de certains points et promet de travailler de façon à améliorer les conditions de travail des agents. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Diouf. Il est important parfois de faire l'évaluation, la planification. Ça doit sur une révision des bonnes pratiques. Même si aujourd'hui on avait une parfaite réussite, on a encore besoin de faire la revue des troupes, de repartir dans les territoires parce que c'est nos premiers partenaires. Je crois que c'est normal, c'est tout bénéfice de les écouter. Également de prendre une bonne note par rapport à ce qu'ils vivent sur le terrain. Ce qu'ils émettent comme doléances, c'est pas compliqué. Pas terrible dans la manière où nous devons corriger, nous devons améliorer, nous devons aussi voir l'existant pour que demain nous puissions mettre du goût sur l'avenir. C'est déjà les outils de coordination. Ils nous ont parlé de lignes téléphoniques, ils nous ont parlé aussi de carburant. Par rapport aussi au déplacement des superviseurs qui font un excellent travail. Nous devons d'abord féliciter ces personnes-là, mais travailler ensemble pour améliorer leurs conditions d'existence. Les salaires aussi, ils en ont parlé, c'est pas tabou. Aujourd'hui, on sait que les ressources sont assez limitées, mais nous allons travailler pour transformer aussi les déchets. L'économie circulaire, on va industrialiser les déchets au Sénégal. Parce que ces travailleurs demain auront 55 ans. Ils sortiront peut-être du système de balayage, de collecte, etc. Mais ils pourront aller vers les usines pour faire les tri, créer de la richesse et aussi devenir même des entrepreneurs dans le privé sénégalais pour des lendemains meilleurs. L'aménagement de la bande du littoral, une des principales propositions des eaux et forêts pour la protection et la restauration du système dunaire. Ceci dans le cadre d'un projet de réhabilitation et de stabilisation des dunes du littoral de Yeumbeul Malika. Les acteurs de développement du département de Keur Massar ont participé à une journée de réflexion et d'échange organisée par le conseil départemental. Le point, c'est avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Seule la mise en œuvre d'un plan d'aménagement sur la bande du littoral peut protéger les écosystèmes dunaires. C'est ce que soutient le chef de secteur des eaux et forêts de Keur Massar. Comme on l'a toujours dit, c'est l'aménagement de la bande de Filao. Il existait un plan d'aménagement, mais qui n'a pas été abouti. Donc il faut un plan d'aménagement, il a un début et une fin. Donc il faut voir comment réviser ce plan d'aménagement-là en y incorporant les lotissements qui sont en train d'être faits, en y impliquant les lacs, en y impliquant aussi les nouveaux espaces qui ont été restaurés par le service des eaux et forêts. Donc voir quel compromis on peut faire entre ces différents aspects-là pour pouvoir offrir une durabilité à cet écosystème qui est très vulnérable. Ce projet du conseil départemental de Keur Massar sur la réhabilitation et la stabilisation des dunes concerne les communes de Yeumbeul Nord et de Malika. Selon le président Babacar Gueye, des conventions ont été signées avec les maires pour dérouler des activités environnementales. Nous avons déjà implanté les 6 îlots. Nous avons aussi pratiquement signé 2 conventions avec les 2 communes qui s'ouvrent sur l'océan Atlantique, la commune de Malika et celle de Yeumbeul Nord. Parce que, comme c'est une affaire d'institution, nous devons passer par le maire pour pouvoir impliquer les populations. Parce que dans le cadre de ce projet-là, nous devons travailler avec les écoles. Parce que ça aussi, c'est une autre dimension du projet, c'est-à-dire l'éducation environnementale. Pour sensibiliser les élèves, n'est-ce pas, les former. Après cette journée de réflexion, un mémorandum sera remis par les parties prenantes au président du conseil départemental. Le but est de protéger ensemble les écosystèmes dans le département de Keur Massar. La commune de Ngor se prépare pour la 145e édition de l'appel de Seynina Limamoulaye le mardi. Un comité local de développement s'est tenu pour la première fois ce matin avec le maire de Ngor, le comité d'organisation de l'appel, mais aussi des populations de la localité. Une réunion qui a permis d'exprimer les doléances et de voir quelles réponses y apporter pour une bonne organisation de cet événement religieux qui, je le rappelle, est prévu les 30 et 31 janvier prochains. Je vous propose d'écouter tout de suite le maire de la commune de Ngor, Magaye Ndiaye. Il nous en dit plus au micro de Al-Hassan Ba et Mohamed Nabidjan.
également a été de permettre aux populations d'exprimer leurs doléances, leurs besoins par rapport à l'appel, mais également au comité d'organisation de pouvoir apporter certaines réponses, mais également prendre en charge des doléances et les apporter au lieu pour leur prise en charge. Donc ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que c'est une première à Ngor, une réunion réparatoire de l'appel. D'habitude c'était au niveau central et aujourd'hui nous nous félicitons que ce soit au niveau déconcentré. On espère, Inch'Allah, que les doléances seront satisfaites. Il est prévu une rencontre avec le gouverneur de région le lundi à 10h et l'objectif justement de ces réunions-là, c'est lui permettre d'avoir les doléances à temps et pouvoir les traiter avec les services compétents de l'État et également permettre à la collectivité également de pouvoir se projeter. Parce qu'il y a des questions que la commune peut en elle-même résoudre, il y a d'autres questions qui ne sont pas de notre ressort, c'est des questions liées à la sécurité, des questions liées à l'assainissement qui ne sont pas des compétences transférées, et que le gouverneur puisse saisir les services compétents de l'État et pour qu'il puisse accompagner la collectivité. Mais également, il y a les questions liées à l'implication des populations tout simplement et ce sera vraiment le lieu de faire un appel à tout le monde et un appel à contribution. Fin de ce journal, mais restez avec nous. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et dans un instant, la suite, c'est dans Soir d'Info.